Bonjour, mon nom est Pierre Chastonnet. Notre système de santé est en constant changement, déjà affecté par des bouleversements administratifs et des contraintes budgétaires, sans compter bien sûr les défis pour l'avenir que pose l'augmentation du surpoids chez nos jeunes, la pression grandissante sur tout le personnel du réseau de la santé et le vieillissement de notre population. En première ligne, il y a bien sûr les employés qui vivent directement les conséquences de cette tourmente, mais aussi des chercheurs universitaires qui travaillent à développer de nouveaux outils qui vont faciliter leur travail. L'Université du Québec a été créée il y a bientôt 50 ans par le gouvernement du Québec avec pour mission, entre autres, de favoriser l'accès aux études universitaires, mais aussi d'assurer le développement scientifique du Québec et de contribuer au développement de ces régions. Les établissements du réseau de l'Université du Québec offrent aujourd'hui des créneaux d'excellence originaux et pertinents, axés sur la prévention et la santé à l'échelle individuelle, communautaire et sociétale. Ils sont donc fortement impliqués dans les avancées qui permettront de faire progresser non seulement nos connaissances en santé, mais qui pourront aussi améliorer les conditions de travail de tous les acteurs du système de santé québécois. Nous vous présentons aujourd'hui 5 équipes de chercheurs du réseau de l'Université du Québec qui utilisent littéralement toutes sortes d'intelligence pour faire face aux défis qui se dressent devant nous. Qu'on parle d'intelligence émotionnelle ou d'intelligence artificielle, tous les moyens sont bons. À l'École de technologie supérieure, l'équipe du professeur Ismaïl Ben Ayed développe des algorithmes afin d'apprendre aux ordinateurs à lire et interpréter ni plus ni moins que les milliers d'images médicales générées par les radiographies, les scans et autres IRM. Des centaines d'images générées par un seul examen qui peuvent prendre des jours à analyser par un humain pourront bientôt être traitées en quelques fractions de secondes. Le défi, outre la reconnaissance des structures particulièrement complexes du corps humain, c'est d'intégrer la connaissance médicale au programme informatique. Ce qu'on essaie de faire, c'est de construire des programmes informatiques, ce qu'on appelle des algorithmes d'intelligence artificielle qui essaient d'analyser des images et d'en extraire de l'information. Aujourd'hui, on voit des percées importantes pour ce qui est de l'analyse d'images couleurs. On a des algorithmes qui peuvent nous dire il y a telle personne dans cette image. Et on essaie de faire pareil en imagerie médicale, et c'est là où je me spécialise un petit peu. Le contexte devient un petit peu différent parce qu'on a les connaissances médicales qui s'ajoutent là-dedans. Donc là, on essaie d'aider de faire des algorithmes qui peuvent analyser des millions d'images, puis qui peuvent aider les radiologues, les chirurgiens, rendre le diagnostic plus précis, par exemple, mais peut-être même plus que ça, peut-être même fouiller dans des millions d'images et puis détecter des anomalies qu'on ne voit pas à l'œil nu, par exemple. En fait, je peux prendre l'exemple des gens qui ont des maux de la colonne vertébrale, de dos, et puis qui vont prendre des IRM de la colonne vertébrale. Puis vous avez le radiologue qui examine la colonne vertébrale. Puis ça, c'est un radiologue qui me l'a dit, ça arrive dans certaines fois que le radiologue, il regarde la vertèbre, mais il découvre qu'il y a un anévrisme de l'aorte abdominale à côté qui est beaucoup plus grave que des maux de dos. Puis dans ce cas, la personne, elle était chanceuse parce que le radiologue a découvert ça, donc on fait une intervention rapide, parce que sinon, il y a un risque de rupture, ça veut dire la mort immédiate si la rupture arrive. Alors imaginez des algorithmes qui sont là, qui fouillent dans des millions de données pour chercher ces anomalies sans avoir l'intervention humaine. Ça ne remplace pas les radiologues parce qu'on ne le fait pas de toutes les manières, mais ça peut sauver des vies. Tout ça, ce n'était pas possible avant, vu le manque de ressources, de ressources de calcul, ou aussi d'algorithmes d'optimisation, de ressources techniques. Puis aujourd'hui, ça c'est possible. Donc on a les données, on a les ressources techniques, et ces outils ils vont permettre à ces recherches cliniques d'avancer encore plus, peut-être à découvrir des tendances qu'on ne peut pas découvrir à l'œil nu ou qu'on ne peut pas découvrir à partir de 2 ou 3 images, mais plutôt à partir de centaines de milliers d'images ou des millions d'images. Par exemple, certains résultats de chirurgie. Donc ça, c'est un exemple très concret, là où l'analyse de données massives qui sont là, qui sont disponibles, donc il y a un potentiel médical énorme, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, pourrait même sauver des vies. Ce n'est pas pour rien si Montréal est devenu une plaque tournante mondiale de la recherche en intelligence artificielle.
Neila Mesghani, chercheuse et professeure à la TELUC, effectue également des travaux de pointe dans ce domaine. Elle mène de front des recherches pour mieux comprendre le corps en mouvement et participe aussi au développement de vêtements intelligents. Nous avons développé au laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie un outil qui permet la collecte de données biomécaniques du genou, c'est-à-dire les mouvements articulaires entre le tibia et le fémur avec précision. Vous savez, les pathologies du genou sont de plus en plus présentes dans la société. Si je prends l'exemple de l'arthrose, la prévalence de l'arthrose elle est de 15% dans la population canadienne et on estime que cette prévalence va doubler d'ici 2020. Donc, il y a tout un intérêt à quantifier l'impact de cette pathologie sur le genou afin de développer des systèmes d'aide au diagnostic et au traitement de pathologies du genou. Les récentes percées de l'Internet des objets a permis de développer plusieurs types d'objets connectés. On parle ici des montres intelligentes, des textiles intelligents, des souliers intelligents. Et donc, tous ces objets connectés sont munis de capteurs qui permettent de collecter de grandes quantités de données physiologiques. Par exemple, on parle de battements cardiaques, de l'activité respiratoire, de la température. Donc, si on prend toutes ces données ensemble, nous avons besoin d'outils d'analyse de données qui permettent d'extraire des connaissances à partir de ces objets connectés. À partir de ce textile intelligent, aujourd'hui, nous avons développé une application qui permet la détection automatique d'une chute. On peut imaginer une personne qui veut faire une promenade dans un parc, mais qui a juste la crainte de tomber. Donc, avec ce textile intelligent, on est capable de détecter en temps réel une chute et de transférer en temps réel aussi les informations sur l'activité cardiaque et respiratoire de la personne en attendant de l'aide ou l'assistance. À Montréal, on est un pôle de recherche dans le domaine de la santé et je pense que les travaux de recherche que nous faisons aussi bien en termes d'analyse de données biomécaniques que d'analyse de données physiologiques, ça va avoir un impact majeur pour l'analyse de toutes ces données et développer des applications concrètes dans le domaine de la santé. Notre système de santé fait également face à un autre genre de défi. En effet, les intervenants de première ligne, infirmières, infirmiers et préposés aux bénéficiaires, sont les plus exposés aux accidents de travail et au stress professionnel. Comment maintenir la motivation et l'engagement des troupes quand 3 fois sur 4, les médias en parlent pour des problèmes de négligence et de maltraitance? Selon Nathalie Rinfret de l'École nationale d'administration publique, ce ne sont pas tous les gestionnaires qui possèdent le leadership approprié pour faire face aux remous. Elle s'intéresse donc depuis plusieurs années au style de gestion et à l'intelligence émotionnelle chez les cadres supérieurs du réseau de la santé. Alors, le défi pour les prochaines années, c'est vraiment de faire en sorte que la nouvelle réforme qui a transformé les 185 agences en 33 CIS et CIUS, de faire en sorte que les gestionnaires soient les meilleurs leaders transformationnels pour pouvoir porter la vision de ce système de santé et services sociaux, de mobiliser le personnel pour rendre les meilleurs services à la population. Donc, pour vivre cette transformation, tous les acteurs sont importants. Cependant, évidemment, la haute direction, les directeurs, les cadres sont quand même le moteur du changement pour pouvoir mobiliser tous les acteurs qui donnent des services à la population.
En fait, ça prend réellement beaucoup le feu sacré, ça prend des gens qui sont de cœur et qui ont le goût de travailler avec l'ensemble des personnes, avec des humains. Ça prend beaucoup, beaucoup d'humanisme pour vivre un changement comme celui-là. On dit qu'un leader transformationnel, c'est quelqu'un qui crée une relation émotionnelle véritable avec ses collaborateurs, ce qui amène les collaborateurs à transcender leurs besoins individuels pour porter une vision ou un projet commun dans une organisation. Ce qui veut dire qu'un leader transformationnel, c'est quelqu'un qui est très près de ses collaborateurs, c'est quelqu'un qui les stimule intellectuellement, qui les amène à s'élever, à se développer et à maturer dans une organisation. On voit que le déterminant du leadership transformationnel, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors, lorsque un DG ou un directeur d'un établissement de santé et services sociaux fait montre de leadership transformationnel, c'est parce qu'il a déjà une certaine intelligence émotionnelle. Et par son leadership transformationnel, il est capable de conduire le changement dans son établissement de façon juste. Donc, plus les employés perçoivent qu'il y a de la justice, plus ils sont engagés face au changement et à leur travail, plus ils sont motivés. Et plus ils sont motivés, plus ils seront performants, plus ils seront satisfaits au travail et moins ils auront de détresse psychologique au travail. En fait, l'intelligence émotionnelle réfère aux personnes. On est des gestionnaires, on est des directeurs, mais on est une personne avant tout. Alors, évidemment, quand on parle d'intelligence émotionnelle, toute la conscience de soi, des forces qu'on a, des limites, des angles morts, et aussi, évidemment, la maîtrise de soi dans un contexte hors du commun, un contexte qui est totalement différent de ce qu'on a connu dans nos anciennes vies. En fait, ce n'est pas nécessairement les connaissances et l'expertise qui nous amènent à gérer avec cœur dans le réseau actuellement. Ce sont réellement les compétences émotionnelles de ces leaders qui sont les gestionnaires, les directeurs du réseau. On sait que le capital humain, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce sont les employés. On a 200 titres d'emploi dans notre centre, notre CIUS de la capitale nationale, et on a des employés qui donnent des services au quotidien. On parle des préposés aux bénéficiaires. Pour nous, c'est un titre d'emploi extrêmement important avec lequel on veut travailler de plus en plus. Et évidemment, il faut les gérer avec cœur, valoriser cette profession-là qui est au cœur de notre mission. Et évidemment, c'est là où le leadership de leurs supérieurs immédiats, des gestionnaires, des directeurs est très important. Je vous dirais que le leadership transformationnel, on a tous une certaine forme de leadership à la naissance, c'est lié à notre tempérament, mais ça peut se développer avec différentes formations liées à de la confiance en soi, liées à de l'affirmation de soi et liées à la prise de décision et à toute la dimension liée à faire confiance à son équipe de travail. François Aubry est sociologue et gérontologue et il s'intéresse, lui, aux préposés aux bénéficiaires. Pratiquement au bas de l'échelle du système de santé, ils sont les laissés-pour-compte des nombreuses réformes des dernières années. S'y intéresser et les aider aurait donc plusieurs impacts positifs pour le Québec et les Québécois. En 2016, il y a eu, je pense, une sorte de virage qui a été enclenché pour davantage de valorisation et de reconnaissance des préposés et surtout une sensibilisation du réseau de la santé et des services sociaux au sort actuel des préposés aux bénéficiaires en termes de conditions salariales, de conditions de travail et en termes aussi de valorisation, de participation aux activités concrètes dans les centres d'hébergement. Donc, c'est une catégorie professionnelle qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Une des seules manières pour lesquelles on les entend, c'est médiatiquement, quand on montre des problématiques de maltraitance dans les médias. Alors, ça donne une image quand même très négative du métier de préposé aux bénéficiaires, alors qu'en réalité, évidemment, c'est une catégorie professionnelle qui donne beaucoup d'eux-mêmes pour pouvoir arriver à donner toutes les tâches d'assistance aux personnes vieillissantes, notamment dans les centres d'hébergement. On sait aussi qu'il y a des enjeux de précarité qui sont très importants, surtout dans les résidences privées. Quand on travaille comme préposé dans une résidence privée, on gagne entre 11 à 15 $ de l'heure maximum, et 15 c'est très rare. Dans le public, c'est entre 19 et 22 $, mais il faut savoir que 22 $, on l'atteint au bout de 5 échelons, et après, on n'a pas un salaire plus grand. On reste fixé à 22 $, indexé au fil des années, mais quand même, il n'y a pas possibilité de pouvoir poursuivre. Il faut savoir aussi que c'est un des métiers au Québec où il y a le plus de précarité. C'est-à-dire que c'est à peu près un travailleur préposé sur 3 qui est précarisé, qui a un emploi à temps partiel occasionnel, donc sur appel, on l'appelle tous les jours, ou
à temps partiel. Donc, il a 1, 2 ou 3 jours assurés, puis après, il est sur appel. Mon travail, ça traite de prendre soin des personnes âgées. Et je peux faire tout pour eux autres. Les nourrir, les habiller, les donner les douches, tout. Il y en a certains qui peuvent s'aider, mais la plupart, on fait tout pour les résidents ici. Alors, c'est de réduire les risques lorsque ça vient de manœuvrer les risques. Je ne veux pas dire manœuvrer, mais bouger le résident de le mettre au lit, au fauteuil, avec le moins de risques possible. On veut éviter des blessures. On a travaillé plus particulièrement avec une équipe ici, notamment à Montréal, sur la santé physique des préposés aux bénéficiaires. Dans le réseau de la santé, quand on regarde l'ensemble des catégories professionnelles du réseau, les préposés, ce sont les premiers touchés par des problématiques de lésions professionnelles, donc de blessures, ce qu'on appelle aussi des troubles musculo-squelettiques, principalement des blessures au dos dues à des manipulations dangereuses ou des manipulations difficiles avec des résidents. La chose la plus difficile, c'est le temps, ou l'organisation dans le temps, parce qu'on a un certain moment de temps pour que tout le monde soit lavé, habillé, les faire nourrir, tout ça. Alors, il y en a du monde qui vont assez vite et c'est là où les blessures arrivent. Comme préposé aux bénéficiaires, ma voix commence à être entendue par les dirigeants ou l'administration. Ils commencent à reconnaître que c'est les préposés qui sont les plus proches aux résidents. On vit avec eux pratiquement 8 heures par jour. Alors, les infirmiers n'ont plus le temps, c'est pas de leur faute. Les autres aussi, ils ont subi des coupures. Les auxiliaires, c'est la même chose. Alors, c'est qui les prochains qui sont les plus proches? C'est nous autres les préposés. I'm gonna go get your lunch now, all right? Okay, Joe. Okay. On a longtemps cru dans les écrits scientifiques que les préposés aux bénéficiaires, au bas de la hiérarchie organisationnelle, sont des exécutants. Depuis plusieurs années, en tout cas une dizaine d'années, on a de l'information comme quoi les préposés aux bénéficiaires mettent en œuvre des stratégies d'expérience. En regardant concrètement ce que font les préposés sur le terrain, on se rend compte à quel point ils sont innovants. Donc nous, notre idée, c'est de prendre appui sur leur capacité d'invention, d'innovation, d'inventivité, pour faire en sorte de pouvoir faciliter le développement d'un milieu plus sécuritaire. Vous le savez comme moi, mieux vaut prévenir que guérir. Si certains travaillent d'arrache-pied pour améliorer les façons de diagnostiquer et de traiter, d'autres œuvrent en amont du côté de la prévention. Patricia Blackburn est professeure et directrice du programme de maîtrise en médecine expérimentale à l'Université du Québec à Chicoutimi. En voulant s'attaquer aux problèmes grandissants d'obésité chez les enfants et les adolescents, elle a mis sur pied une équipe multidisciplinaire qui intègre des psychologues, des médecins, des nutritionnistes et des kinésiologues afin d'amener des familles entières à acquérir durablement de saines habitudes de vie. Une petite révolution qui porte déjà ses fruits. Je me questionne en fait comment amener les gens à avoir de meilleures habitudes de vie, entre autres au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique. Et tout ça, c'est vraiment dans le but soit de prévenir ou de favoriser la prise en charge des maladies chroniques comme l'obésité, le diabète de type 2 ou encore les maladies cardiovasculaires. On sait que quand on veut changer nos habitudes de vie, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Okay? C'est vraiment difficile. Alors, nous, dans nos projets de recherche, on utilise une nouvelle approche qui est la théorie de l'autodétermination. En fait, c'est qu'on veut vraiment rendre les personnes autonomes au niveau de la gestion de leur santé. Ma plus grande préoccupation est celle de plusieurs autour de ce phénomène d'embonpoint et d'obésité. C'est bien entendu de savoir que les études nous démontrent que nous sommes présentement face à des jeunes qui vont être les premiers jeunes à ne pas avoir une espérance de vie aussi bonne que ceux qui les précèdent. De là l'importance d'une action concertée familiale pour que l'étincelle se fasse, mais pas juste au niveau des jeunes, mais aussi de leurs parents. Alors, avec le Dr Harvey, on a développé un programme d'intervention multidisciplinaire qui impliquait l'activité physique pour favoriser la prise en charge du surpoids et de l'obésité chez l'adolescent. Alors, durant ces 16 semaines-là, les jeunes adolescents rencontraient tous les professionnels qui étaient impliqués dans le programme une fois par mois. Infirmières, nutritionnistes, psychologues, travailleurs sociaux.
Et en plus de ça, ces ados avaient à s'entraîner de façon supervisée. C'était des entraînements de groupe, alors 3 fois par semaine. Il y a vraiment un volet enseignement et motivation qui doit être fait auprès de la famille. Donc, que le jeune ne soit pas identifié comme ayant un problème, mais bien que ça devienne des saines habitudes de vie, mais pour l'ensemble de la famille. Donc, il n'est pas rare que finalement, par la modification des comportements, autant en alimentation qu'au niveau activité physique, on se retrouve avec des familles dont les parents, un des 2 parents ou les 2 parents avaient aussi un problème de poids et qu'eux-mêmes aussi se portent en meilleure santé après le suivi qui dure environ 1 an en général, mais qui est assez intensif dès le début. Nos adolescents ont vraiment diminué, entre autres, leur indice de masse corporelle, mais aussi leur circonférence de taille, ce qui est quand même très intéressant, surtout quand on sait que l'obésité de type abdominal est beaucoup associée là, au risque de développer des maladies chroniques. Les jeunes avaient aussi amélioré leurs conditions cardio-respiratoires, alors ils étaient plus en forme, et en même temps, ils avaient aussi amélioré leurs habiletés motrices. Alors, c'est sûr que nous, on était vraiment très, très heureux là, des résultats qu'on avait obtenus dans cette étude-là. C'est important qu'on cesse de diminuer les périodes d'éducation physique, mais aussi qu'on introduise à travers les différents cours des aspects de saines habitudes de vie et notamment au niveau de la nutrition. Puis qu'on essaie aussi de faire comprendre que nos fameuses boîtes à lunch qu'on envoie à nos enfants, bien, il y a tellement de préparations déjà faites, mais aussi beaucoup de sucre concentré. Donc déjà dans l'action, dans ce qu'on peut faire dès le début, dès le matin, et je vous dirais la première chose essentielle de prévention au niveau de toute société actuellement, c'est de déjeuner et idéalement déjeuner en famille. Dans les projets de recherche qu'on développe, on ne travaille pas uniquement au niveau de la prise en charge de l'obésité, mais on travaille aussi avant ça, c'est-à-dire qu'on va également prévenir l'apparition de ces problèmes-là. Ce qui veut dire qu'on développe des programmes, entre autres en milieu scolaire. On est avec les jeunes 2 à 3 midis par semaine, c'est tout à fait gratuit. Il y a une nutritionniste qui se déplace à l'école pour vraiment offrir des ateliers culinaires aux jeunes. Alors, c'est vraiment pour amener les jeunes à faire les meilleurs choix nutritionnels, amener les jeunes aussi à connaître, entre autres, c'est quoi les bienfaits de manger adéquatement. On fait des jardins aussi avec les jeunes. Alors, ils sont vraiment très, très, très impliqués. Et l'autre volet de ce programme-là, c'est au niveau de l'activité physique. Alors, 1 à 2 midis par semaine, on fait bouger les jeunes. C'est toujours en groupe, alors c'est toujours des activités qui sont ludiques parce qu'on travaille beaucoup au niveau du plaisir. Je pense que la plus grande réussite dans ce projet-là, et puis un travail très récent qui trouve les structures sous-corticales du cerveau de façon automatique à partir d'IRM. Et qui fait un apprentissage de l'algorithme à partir de plein d'exemples, comme 1 millier d'IRM. Alors ça aide beaucoup parce qu'on peut directement faire des mesures sur ces structures pour faire des analyses, des prédictions, des diagnostics de maladies de cerveau, ainsi de suite. Je peux citer le Alzheimer, l'autisme, le Parkinson, etc., etc. Donc l'étude, elle a donné un algorithme qui est très rapide, mais aussi qui a une performance qui s'approche de l'humain. Et puis déjà, on a beaucoup de demandes de gens qui veulent l'utiliser. On rend public nos codes aussi pour que la communauté utilise ça. Puis dans le réseau de l'Université du Québec, par exemple, ou aussi ailleurs dans le monde, pour qu'ils utilisent ça pour des recherches cliniques, par exemple aussi. Donc ça leur facilite la tâche énormément. Pour l'UQO, il y a un intérêt à travailler à l'UQO relativement à ces recherches-là, parce que l'UQO est implanté dans 2 régions, que sont l'Outaouais et que sont les Laurentides. Ce sont des régions qui ne sont donc pas Montréal ou Québec, et ce sont des régions qui sont davantage touchées par des problématiques de pénurie de main-d'œuvre, de rétention de main-d'œuvre également. C'est particulièrement criant peut-être du côté de l'Outaouais parce que l'Ontario est à côté, et puis les préposés peuvent aller travailler en Ontario et seront davantage payés. Donc c'est pour tout cela que je pense qu'il y a une chance de pouvoir travailler avec eux. L'intelligence émotionnelle se développe dans le temps
mais elle se développe aussi par certaines formations. Notre mission, c'est d'abord de former, de développer les compétences du personnel dans les différentes organisations publiques du Québec. Mes recherches sont directement liées à cette mission-là, qui sont de faire en sorte de montrer jusqu'à quel point les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux doivent être outillés et sont outillés pour faire face à leurs défis. Et on a dans nos salles de cours ces gestionnaires-là, donc je peux, moi, leur montrer les résultats de la recherche et les amener à se développer pour aller un pas plus loin. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que les données de ce projet-là nous démontrent? C'est qu'on a vraiment un effet positif, entre autres au niveau de la condition physique des participants. La plus grande réussite, c'est de réussir à transférer ce qu'on développe dans les laboratoires, vers l'utilisateur qui est le patient. Donc, on commence par des réflexions, des équations mathématiques, des petits programmes informatiques, des preuves de concept. Et puis, avec le temps, on réussit à transférer tous ces outils, toutes ces méthodes vers l'utilisateur et donc vers le patient, vers le milieu industriel. Je pense que ça, c'est toute une réussite pour faire tout le chemin pour aboutir jusqu'à l'application concrète qui est utilisée par le patient, qui est notre objectif, quoi. On l'a vu, les défis sont nombreux. Nous avons les moyens d'avoir un meilleur système de santé grâce à de meilleurs outils de diagnostic, à des technologies d'avant-garde développées ici, à des méthodes de gestion novatrices et à une meilleure compréhension de notre environnement et donc de notre mode de vie. Heureusement, des dizaines de chercheurs et de chercheuses du réseau de l'Université du Québec et leurs équipes poursuivent la recherche. En leur nom, merci d'avoir été des nôtres.